Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va explorer l'art subtil de tisser des liens, ou appelé aussi l'interdépendance. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Les âmes saines. Je suis Amandine Delire, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et passionnée du lien entre le corps et l'esprit. Je démystifie pour vous les concepts psychologiques, vous donnant les clés pour vous comprendre en profondeur. Imaginez comprendre enfin pourquoi votre corps réagit ainsi, pourquoi cette anxiété persistante, pourquoi ces blessures invisibles. Nous explorerons ensemble les racines de ces tourments, que ce soit des traumatismes passés ou des doutes profonds. Votre voyage à la compréhension de vous-même ouvrira les portes de l'harmonie intérieure. Je vous invite à partager ce podcast si vous pensez qu'il sera utile pour quelqu'un et à laisser une petite note positive si vous l'avez apprécié. Dans ce monde dans lequel on vit actuellement, malheureusement, il est facile de se sentir isolé. Même quand on est constamment connecté en ligne, n'est-ce pas, comme maintenant. Mais il va toujours y avoir des moyens pour cultiver tout de même des liens authentiques et profonds avec les autres. Et donc dans cet épisode, je vais aborder le concept de l'interdépendance et vous partager des conseils pour maîtriser l'art de la connexion humaine. Donc installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider à travers ce voyage de découverte. Donc à cette époque-ci où notre monde, on vit plein de complexité, de défis, ce concept d'interdépendance, il est quand même plus pertinent que jamais, je dirais. Et il faut vraiment pouvoir le voir comme un fil invisible qui va relier les individus entre eux. Les communautés aussi, les pays, les nations. Et cette interdépendance, il faut le voir comme une vérité assez fondamentale, qui est que on est tous liés, on est tous intimement liés. Et ce lien, il transcende vraiment les barrières, les frontières. C'est quelque chose qui est là, qui est inné entre nous et on ne peut pas, on peut rien y faire contre. C'est comme ça. Les êtres humains sont intimement liés. Et donc, cette interdépendance, c'est ce qu'on rencontre avec les relations avec les autres. Et on a besoin des autres pour avancer dans la vie. L'interdépendance, c'est ça. C'est ce lien avec l'autre qu'on a besoin. On ne sait pas, j'en ai déjà un peu parlé dans le premier épisode sur le système d'attachement. On ne peut pas avancer seul dans la vie, ce n'est pas possible, on est toujours dépendant de quelqu'un. Et pour se sentir bien, on a besoin d'être en lien avec quelqu'un, pour avancer dans nos projets par exemple. Nous sommes des êtres sociaux. Et d'ailleurs, comme j'expliquais, je vais revenir un peu avec les bébés. J'expliquais déjà un peu dans le premier épisode. Mais donc, les bébés naissent avec cette capacité de rechercher la nourriture, mais également le contact. Donc, l'amour, le contact physique et émotionnel, relationnel avec son parent. Il a besoin de se sentir proche de sa mère. Et c'est l'hormone de l'ocytocine qui va renforcer ce comportement d'affiliation qu'on vit et qu'on vit également à l'âge adulte. Cette ocytocine est toujours en nous et elle va fort ressortir. Cette hormone va fort ressortir quand je sais pas moi, quand on rencontre quelqu'un, quand on tombe amoureux ou quand on câline nos parents, nos enfants. N'importe, nos amis même. Parlons aussi des amis, il n'y a pas que la famille, mais les relations d'amitié sont très importantes. L'amour entre amis est très important aussi. Et donc, qu'est-ce que ça fait du bien lorsqu'on est proche et lorsqu'on est même touché par quelqu'un qu'on aime. Bon, il se peut que vous ayez, c'est possible, du mal avec le toucher. Moi, j'ai eu un petit peu ça à une certaine époque. Maintenant, ça va mieux. Mais ça arrive et ce serait peut-être intéressant d'aller comprendre pourquoi c'est le cas. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet de l'épisode ici.
Mais quand je reviens à cette ocytocine, c'est vraiment donc cette hormone de l'attachement. Et donc, au plus cette hormone est sécrétée, au plus votre enfant, donc quand on revient sur la situation des bébés, va bien se développer. Hein. Par contre, si le bébé il vit une séparation qui est trop longue avec ses parents, alors là, malheureusement, le système neuronal de la recherche de contact va s'inhiber. Et donc, ça va amener à un bébé qui va perdre sa motivation à explorer, son attention va diminuer, et malheureusement, il y a des symptômes dépressifs qui peuvent alors arriver. Désolée, j'ai un peu une voix de canard parce que j'ai un rhume. Et alors, donc, je reviens au bébé, son système de panique, j'en avais déjà parlé au premier épisode, mais son système de panique va alors également se mettre en route, avec beaucoup de pleurs, il va être dans l'espoir de retrouver en fait sa figure d'attachement, sa figure protectrice, sa mère, son père, ou si c'est un autre tuteur. Car son seul objectif, donc il va mettre tout en route là, parce que son seul objectif, c'est vraiment de retrouver de la sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, en tout cas ceux qui sont dans le monde des bébés pour le moment, on dit beaucoup portez vos bébés, portez votre bébé, portez-le avec un porte-bébé là, le plus possible, bercez-le, touchez-le, car ça va développer de meilleures compétences relationnelles chez votre bébé et moins d'anxiété aussi. Le contact physique, il permet vraiment de mieux supporter la douleur physique, il permet vraiment de se sentir proche de l'autre. Donc au plus un parent ou même un partenaire dans un couple, je peux aussi parler du couple, va être proche donc du bébé ou de son partenaire, au plus ils vont vivre une synchronisation du rythme cardiaque. Donc quand on est câliné, quand on est en pleurs ou quand on est anxieux et qu'on est câliné par quelqu'un qui est plutôt calme, nos cœurs vont se synchroniser. Donc mon cœur, si c'est moi qui suis hyper anxieuse là et mon chouchou me prend dans les bras et des super câlins me prend dans ses bras, mon cœur va se calmer. Mon cœur va se synchroniser à son cœur. Une maman, c'est comme ça qu'elle va pouvoir calmer son enfant, donc en le portant. Donc cette synchronisation, évidemment, ça se fait de manière inconsciente. Là maintenant, vu que vous m'écoutez, vous allez peut-être y faire un peu plus attention, mais ça se passe de manière inconsciente. Et il n'y a pas que les cœurs, il y a aussi les expressions de visage, les échanges de regards, les paroles qu'on dit qui vont avoir une influence sur cette synchronisation et le fait donc de se calmer. Et cette capacité de synchronisation, ça amène aussi cette capacité de mentalisation, donc à comprendre ce que l'autre a besoin. Donc c'est arriver à se mettre à la place de l'autre. Et donc ça va nous donner, quand on arrive à faire ça, ça va nous donner des indications sur comment nous comporter alors face à l'autre. Ça nous aide aussi, nous, à savoir comment être avec l'autre. Et tout ça, voilà, ça permet vraiment un bon développement des compétences émotionnelles et sociales. Et donc la présence à l'autre est donc essentielle. Je viens d'être maman, j'ai un petit bébé là pour le moment de 3 mois. Et je sais que lorsque mon bébé est réveillé, je sais qu'il faut que je sois le moins possible sur mon téléphone, par exemple. D'être la plus présente possible. Et parce qu'en fait, de toute façon, si je suis sur mon téléphone, lui, il le ressent, il peut le voir, mais il va le ressentir et que je suis peut-être présente physiquement, mais pas mentalement, pas psychologiquement ou émotionnellement. Et donc, il va le ressentir tout de suite et alors il va se manifester. Et oui, à un moment donné, il peut être patient,
Mais à un moment donné, il va le manifester. Et coucou maman, mais je veux bien un petit peu d'attention ici. Hein. Arrête d'être sur ton téléphone. Fais attention à moi, s'il te plaît. Voilà. Ils n'ont pas la parole, mais c'est comme ça qu'ils font comprendre les messages en faisant des bruits, des cris, en bougeant leurs bras ou en commençant donc un petit peu à pleurer. Et oui. Et donc, en tant que parent, c'est vraiment ici arriver, et j'explique tout ça, mais voilà, faut pas culpabiliser, hein, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où on n'est pas totalement connecté à son enfant. Moi, ça m'arrive, j'en parle, mais ça m'arrive. Hein. Mais voilà, je travaille dessus, j'essaie de faire attention à ça quand même. Et ce qui est important, c'est d'arriver à faire la différence, parce qu'on a souvent une grande liste, to-do list, hein. Et tout est important, tout est urgent à faire. Et donc, surtout en tant que parent, bon, même si vous n'êtes pas parent aussi, ça arrivait à faire la différence entre l'urgent et l'important. Hein. Il y a peut-être plein de choses où je veux dire que c'est urgent à faire, mais qui au final ne sont peut-être pas importantes. Donc là aussi, il y a une question de valeur en fait. Hein. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à mes yeux? Et donc, hein, sur quoi alors du coup je vais mettre le plus d'attention dans un premier temps, en tout cas. Et donc dans le premier épisode de ce podcast, vous pouvez réécouter alors les différents types d'attachements qu'un bébé développe avec son parent, hein, selon les études de Mary Ainsworth et John Bowlby. Vous pouvez aller les réécouter, comme ça ça veut, ou si vous l'avez pas encore écouté, quoi. Ça vous donne vraiment beaucoup d'indications sur vous-même et sur vos enfants si jamais vous en avez. Et donc, vous entendrez que une des conclusions vraiment de leur étude, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'opposition entre l'autonomie et l'attachement. Hein. Les deux sont nécessaires. Et si un bébé a un attachement sécure, eh bien, il ira explorer l'environnement plus facilement. Hein, il va se sentir en sécurité pour aller explorer. Sans devoir tout le temps regarder où est maman. Hein. Et cet attachement sécurisant, c'est vraiment à la base de l'autonomie. Hein. Plus il se sent en sécurité, et voilà, plus il ira jouer avec ses jouets, sans attirer vraiment toujours l'attention de son parent. Mais alors, si on revient au concept de l'interdépendance, mais c'est important de quand même revenir sur l'attachement, si c'est un attachement des bébés, parce que ça explique notre manière d'entrer en relation avec les autres. Et vu qu'on parle de l'interdépendance, hein, de tisser des liens avec les autres, c'est important d'en parler à nouveau un petit peu. Et alors donc, si on revient sur le concept de l'interdépendance, quelles sont les conditions alors pour pour que l'interdépendance soit constructif pour l'évolution de notre société. Donc comme je disais, dans la relation à l'autre, autant l'autonomie que la dépendance sont nécessaires pour qu'on vive un équilibre dans la relation. Mais attention, on sait aussi que trop d'autonomie, ça va nous isoler, et trop de dépendance, ça va rendre la relation ou bien trop étouffante ou toxique. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais comment faire? Ça sont peut-être des questions que vous vous posez, mais comment faire alors lorsque se sentir dépendant de l'autre engendre de l'inconfort? Ou si je demande de l'aide, vais-je devoir rendre l'appareil? Et si j'en ai pas envie? Et si on pense que je suis nulle ou incompétente parce que j'ai demandé de l'aide? Ou si on me prend pour une paresseuse ou immature? Voilà, il peut y avoir donc une certaine réticence chez certaines personnes à être dépendant des autres, hein, parce qu'il y a toutes ces questions qui pourraient venir, hein, parce que comme toujours, le regard de l'autre est tellement important, n'est-ce pas? Mais non, c'est un peu ironique, n'est-ce pas? Je dis souvent n'est-ce pas? Mais voilà, en même temps, s'obstiner à faire tout seul et ne pas demander d'aide, ça va vous mener à l'épuisement, hein, possible.
Mais comment faire alors pour dépendre d'autrui sans que ça ne devienne néfaste, hein? Comment trouver cet équilibre entre l'autonomie et la proximité relationnelle? On va voir là la différence entre une dépendance pathologique et une dépendance saine. Et donc une dépendance saine, c'est lorsque on arrive à demander de l'aide, sans qu'on sente qu'on est incapable de gérer notre situation. Donc, c'est par exemple, on va demander de l'aide parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas le temps de faire ce qu'on doit faire, ok? Donc c'est pas une question d'incapacité, d'être nul, voilà. C'est parce qu'on n'a pas le temps, donc on va demander de l'aide. Ou parce qu'on est épuisé, qu'on va demander de l'aide. C'est pas une question d'être incapable, c'est juste que vous pensez à votre besoin et donc vous demandez de l'aide pour vous aider un peu. Ça, d'arriver à demander de l'aide, ça va développer une certaine confiance avec l'autre et un attachement aussi aux autres. Et sans se sentir déstabilisé, ça c'est important. Donc on va oser demander de l'aide tout en gardant notre confiance en nous. Donc ça amène un équilibre entre nos besoins d'autonomie et de proximité relationnelle. Hein, et c'est important, car les relations, c'est vraiment ce qui nous donne de la joie dans la vie, hein, du sens à la vie. Donc c'est important de vraiment conscientiser cela et que voilà, il ne faut pas vous cacher, il ne faut pas avoir honte de vous. Vous pouvez aller vers les autres pour demander de l'aide ou même pour partager des choses ou pour partager votre vie ou même des mauvaises expériences que vous avez vécues. Ça va développer, oui, une certaine confiance et c'est vraiment une relation entre vous. Donc voyons un peu comment on sort de l'indépendance et de la codépendance. Donc la codépendance, ça c'est cette impression qu'il est impossible de vivre sans notre partenaire. Donc comment sortir de ça, l'indépendance et la codépendance, pour aller vers cette interdépendance positive alors? Bon, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, beaucoup de personnes sont encore influencées par le regard de l'autre. Je suis... Enfin, moi la première, hein, je veux dire, c'est tout le monde, c'est comme ça. Comme je disais dans le premier épisode aussi, c'est inhérent, enfin c'est inné, c'est en même temps on en a besoin pour se développer parce que c'est en fonction de l'importance qu'on met au regard de l'autre qu'on va adapter nos comportements, nos attitudes. Et donc ça peut être positif pour notre développement. Après, évidemment, ce regard de l'autre ne doit pas non plus vous bouffer, quoi. Hein. Ça doit pas être quelque chose qui doit être constamment là, et alors que vous n'osez rien faire ou rien dire, de peur de... Hein. Et donc quand vous êtes influencé par le regard de l'autre, il y a certainement ces questions comme est-ce que je suis appréciée par l'autre, ou comment va-t-il interpréter ce que je dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas été invitée par exemple à cette fête-là. Et donc cette attention qu'on porte à l'autre, elle est vraiment essentielle pour notre survie, parce que elle nous permet d'ajuster en fait nos comportements, hein, qui vont nous permettre alors d'être en lien avec les autres, et donc d'être en lien avec les autres qui est fondamental, hein, parce que voilà, on vit enfin je suppose pour beaucoup une certaine détresse lorsqu'on est seul, lorsqu'on n'a pas de lien avec l'autre, hein, lorsqu'on a des soucis relationnels. On peut ressentir de la solitude, de l'isolement, et même ça, ça peut même nous amener à des risques suicidaires, car on perd le sens de la vie lorsqu'on n'est pas en lien. Et puis il y a cette peur du rejet qu'on a aussi souvent, hein. Et on est sans doute un peu tous passés par un moment où on s'est senti rejeté. Dans le groupe, à l'école, avec des amis, en couple ou même en famille. Et cette blessure-là, c'est une blessure qui est quand même ressentie comme une blessure physique. Elle est forte, elle fait mal. Et donc, pour attirer, on pourrait avoir une réaction pour attirer l'attention du groupe,
on risque parfois alors du coup de réagir un peu de manière un peu bancale, ou bien en attirant l'attention, mais de trop. C'est trop exagéré et du coup ça peut amener ce rejet à nouveau. Ou on peut être agressif aussi. Et donc voilà, il y a des personnes qui peuvent être très sensibles à cette exclusion sociale, hein, et souvent ils sont critiqués. Ces personnes-là sont critiquées en plus. Or que, en fait, il suffirait tout simplement de donner comment dire, la bonne attention à ces personnes-là pour les rassurer, hein. Donc si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, ou que vous avez par exemple dans votre environnement professionnel, ou même si vous êtes étudiant là à l'école ou haute école ou je ne sais quoi, si vous voyez quelqu'un qui est un peu voilà, qui essaye un peu comme ça, qui est un peu peut-être un peu bancal, qui s'exclut de lui-même dû à son comportement, or qu'en fait il essaye hein, d'avoir de l'attention, tout simplement de l'amour de l'autre, d'être accepté. Essayez de voir si vous pouvez, voilà, vous ouvrir à lui, donner une certaine attention, hein, qui va lui permettre d'être rassuré, hein. Essayez de le comprendre. Après, évidemment, on peut pas aimer tout le monde, hein, ça je ne dis pas. Mais essayez, voyez, allez vers cette personne. N'ayez pas peur. Et si vous vous retrouvez dans la situation inverse, donc si vous-même vous ressentez que vous êtes rejeté, continuez à écouter cet épisode. Pourquoi? Parce que il serait important alors pour vous de réguler vos émotions. Donc d'arriver à les calmer si elles sont trop excessives. Et que parfois, c'est vraiment aussi de réaliser que parfois, il s'agit d'une surinterprétation de la situation. Et donc surinterprétation, et donc vous risquez d'avoir une réaction excessive par rapport à la situation où il doit pas y en avoir nécessairement, quoi. Et donc si vous comprenez déjà ça, ça, ne fût-ce que ça va déjà, je pense, vous aider à ne pas le reproduire. Et c'est très important, hein, c'est vraiment fondamental hein, d'arriver à comprendre ça, car au plus on se sent entouré et accepté, au plus on aura confiance en soi et confiance en l'autre. Et ça va diminuer du coup le sentiment d'exclusion sociale et tous les effets qu'il peut avoir sur vous. Parce que quand on se sent exclu, il peut y avoir de l'autocritique qui peut arriver, du jugement négatif sur les autres, et même des comportements donc plus agressifs et moins altruistes. Hein, on peut ressentir aussi moins d'empathie envers l'autre à un moment donné. Et ce sentiment d'exclusion sociale, ça peut même avoir un effet négatif sur vos performances cognitives. Hein, la réussite scolaire ou professionnelle, par exemple. Ça peut même aussi, du coup, engendrer, pas chez tout le monde, hein, mais je veux dire, c'est un des symptômes ça peut engendrer des comportements alimentaires type compensatoire. Hein, le sucre, hein, les gâteaux, le chocolat, hein, qui donnent une récompense immédiate. Hein, donc, voilà, c'est important de réaliser tout ça parce que les affects négatifs, ça diminue notre capacité à réguler nos comportements. Et donc, en somme, il faut arriver à sortir du pensée sûr, hein, le jugement, etc., qui va nous rendre trop critiques, rigides, méfiants ou même agressifs. Et le but, c'est d'aller plus vers une présence à échanger avec l'autre. Ça va amener plus de satisfaction en vous et de proximité sociale, du coup. Puis, il y a une autre tendance, suite à la peur de l'exclusion, c'est de s'agripper davantage aux autres. Et ça peut aussi, évidemment, amener du rejet et donc un sentiment d'isolement. Et alors ici, ce qui serait important, c'est de pouvoir détecter quelles sont alors les relations saines, constructives pour vous, hein, des relations de dépendance affective. Ces relations de dépendance affective, elles sont détectables parce qu'elles auront un effet néfaste sur vous. Réfléchissez un peu aux relations que vous avez autour de vous, avec vos amis, avec votre conjoint ou conjointe, même avec vos parents par exemple. Est-ce que ces relations-là ont un effet néfaste sur vous? Donc est-ce qu'ils vous provoquent de la peur, du stress? Parce que, par contre, les relations constructives,
je suppose que vous l'avez compris, auront plutôt un effet bénéfique sur vous. La relation de dépendance qui est plutôt positive, celle qu'on connaît, c'est celle de son bébé, enfin du bébé avec son parent, avec ses parents. Ici, cette dépendance, elle est positive parce qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour son développement. Et comme disent Rebecca Shankland et Christophe André, je sais pas comment on dit, mais et Christophe André dans leur livre Ces liens qui nous font vivre, très bon livre d'ailleurs, qui reprend ce concept-ci, c'est très 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 bien expliqué. Ils disent la relation de l'enfant à ses parents l'aide à mieux se connaître, à avoir confiance en sa valeur personnelle, à reconnaître ses forces et ses compétences. Tout cela se construit grâce à l'attitude attentionnée et au regard positif de l'adulte. Et par la suite, il sera aussi important d'encourager les relations d'attachement avec les amis, par exemple. De pas isoler dans une classe deux amis. C'est bien de les mettre ensemble. Même, c'est vrai que parfois ils peuvent peut-être un petit peu trop parler du coup. Mais en tout cas, ça rassure les enfants quand ils sont avec quelqu'un avec qui ils sont attachés, qu'ils ont confiance, ça rassure l'enfant. Alors on pourrait se poser la question, c'est quoi une relation d'attachement constructive? Alors ces deux mêmes auteurs, selon eux, il y a tout d'abord dans une relation d'attachement constructive de l'honnêteté et l'ouverture pour pouvoir échanger librement. Donc échanger librement, pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, pas avoir honte des choses. Il y a aussi l'empathie et l'attention envers l'autre, qui est aussi un élément fondamental à l'heure de la relation d'attachement constructive. C'est vraiment cette qualité de comprendre ce que l'autre vit, comme je disais déjà, et d'accueillir et de prendre soin de lui. Et puis, il y a la confiance et le sentiment de sécurité dans la relation. Ce sentiment de sécurité, c'est vraiment fondamental pour vivre une relation la plus équilibrée possible, la plus harmonieuse possible. Et donc, c'est ici où, à nouveau, c'est d'avoir confiance, de pouvoir échanger, partager des bonnes nouvelles, par exemple, pas avoir peur que l'autre soit jaloux, avoir confiance, sentir assez en sécurité pour pouvoir expliquer ses difficultés, même partager le souhait, ce qu'on désire. Et donc, si on vient à la dépendance affective maintenant, qui peut se vivre dans n'importe quelle relation à l'autre, donc familiale, amicale, n'importe. Ici, il y a vraiment un manque d'affirmation de soi. D'affirmation de soi et un caractère qui est quand même fort influençable. Il va toujours essayer de se réassurer concernant ses propres qualités ou à propos de la relation qu'il a avec l'autre. Donc toujours aller chercher, voir si l'autre m'aime, pour être sûr, pour être sûr. Et ici, on risque aussi d'avoir un comportement où on va toujours être dans l'aide à l'autre. Mais par contre, l'autre, il a peut-être pas demandé ça. Et aussi, il peut être tellement dans l'aide envers l'autre qu'il peut oublier d'écouter ses propres besoins. Et ça, ça peut... il faut faire attention, parce qu'on peut s'épuiser aussi à toujours aider l'autre et ne pas écouter ses propres besoins. On peut totalement s'oublier dans une relation. Réfléchissez si vous êtes dans une relation comme ça, dans votre couple par exemple, ou dans la famille. Si vous vous y reconnaissez, réfléchissez, voyez ce que vous pourriez changer. Il y a certainement une dépendance affective là derrière à aller travailler. Et d'ailleurs, si vous êtes trop dans l'aide envers l'autre, ça pourrait agacer l'autre, si ça devient trop excessif. Et puis quand on vient dans la situation de couple, où il y a une dépendance affective, souvent, il y en a un qui va essayer de changer l'autre, parce qu'il a besoin que l'autre comble ses propres besoins à lui. Mais bon, ça ne marche pas comme ça, dans un couple, dans une relation d'interdépendance. Le couple il va fonctionner comme une équipe, il se voit comme une équipe, ils vont se soutenir, ils connaissent les forces et les faiblesses de chacun,
Mais ils vont pas les tirer vers le bas, hein, n'est-ce pas? Ils vont se tirer vers le haut. Ils sont attentifs aux besoins de l'autre. Et s'il y a un conflit, ils vont essayer de chercher des compromis ensemble. Et une personne dépendante, effectivement, faut faire attention car elle pourrait facilement se tourner vers des substances telles que la cigarette ou l'alcool parce que ça, la cigarette ou l'alcool, ça permet de, on va dire, d'une certaine façon canaliser l'émotion et du coup donner une fausse impression qu'il peut faire face seul à la situation. Et alors dans un couple, il est vraiment important de diversifier alors ces cercles d'amis, de relations différentes, et donc de pas avoir comme seule relation son partenaire, car ça évidemment ça amplifie la dépendance affective. Hein. Il faut aller élargir son réseau, donc que ce soit familial, amical, professionnel. Hein. Pas toujours être avec son partenaire, c'est aussi faire des activités avec son partenaire, mais pas que. Et ça va amener de l'équilibre affectif dans le couple. Ça va construire la confiance envers l'autre dans le couple aussi. Je vais terminer avec ces dépendances affectives parce qu'on pourra en dire plein de choses. Mais peut-être que ce serait alors pour un autre épisode un jour. Donc cette dernière chose, cette dépendance affective, peut-être que pour la plupart vous le savez déjà, mais c'est fort lié à cette blessure d'abandon qu'on a vécue. Et aussi donc à une faible estime de soi. Cette dépendance affective, ça va nous rendre vulnérables face aux autres et donc influençables. Et ça risque alors d'augmenter notre conformisme, notre soumission à l'autorité. Donc si vous vous y retrouvez là-dedans, vous savez quoi faire. Allez travailler cette blessure de l'abandon avec un psy ou autre thérapeute. Mais n'hésitez pas, n'est-ce pas? Et donc l'interdépendance positive, elle va nous permettre alors d'être conscients de notre propre pouvoir d'agir. Elle nous permet aussi d'apprécier du coup les relations sociales et d'entretenir des relations de qualité et respectueuses. On va aussi avoir des conduites qui répondent au mieux alors aux besoins des autres, aux buts, aux objectifs personnels de chacun. Et on est respectueux donc aussi dans les valeurs de chacun. L'interdépendance, ce qu'il faut bien retenir, c'est que elle accepte l'importance de l'autre et le soutien mutuel. Tout le monde est important. Moi et toi. Et donc, c'est vraiment cette capacité d'accepter qu'on est relié aux autres. C'est fondamental pour développer une interdépendance positive. On n'est pas seul, on est reliés les uns avec les autres. Ce que je peux peut-être dire aussi, c'est que, vous le savez aussi, pour tisser des liens solides, la communication est essentielle. Et donc, ici, dans communication, c'est pas savoir juste parler, mais c'est aussi donc d'écouter activement l'autre. Écouter activement, c'est d'écouter, c'est d'entendre ses besoins aussi. Et ça va créer des liens durables avec l'autre. Donc, pensez-y aussi. Vous pouvez maintenant déjà penser à vos relations, par exemple à vos amis. Est-ce que vous êtes dans l'écoute active avec l'autre? Donc, l'écoute active, c'est aussi, c'est s'intéresser à l'autre, s'intéresser à ce qu'il vous dit, d'accord? C'est pas toujours ramener la situation à soi. Aussi, on peut donner des exemples de ce qu'on a vécu, parce que ça peut être, ça peut aider l'autre aussi, et il peut vous le demander d'ailleurs. Mais c'est aussi vraiment s'intéresser à l'autre, poser-lui des questions sur ce qu'il est en train de vous expliquer. Et les expériences qu'on va partager les uns avec les autres, ce sont vraiment les fils qui va tisser des souvenirs communs entre nous. Ça peut être ça peut être le partage de voyages, de moments de joie ou même pas de joie. Ça va vraiment tisser ces beaux liens entre vous.
Et l'empathie, pour revenir à ça, ça va vraiment relier nos cœurs. Ça relie nos cœurs parce qu'on est dans la compréhension de l'émotion de l'autre et on arrive à se mettre à sa place. Une chose aussi, c'est que vu dans le monde dans lequel on vit et qu'on est, en tout cas nous les Occidentaux, on est dans une société où on prône quand même l'indépendance et l'individualisme. Il faut faire attention à cet individualisme excessif. Contrairement aux sociétés qui sont plus collectives, nous, on va plus penser à nos propres besoins qu'à ceux de la collectivité. Mais il est important de pouvoir faire les deux. Évidemment, nos propres besoins sont importants et on prône beaucoup ça, vu qu'en plus dans notre société, nous sommes beaucoup à vivre des burn-out. Du coup, on est là en train de vous dire pensez à vous, écoutez vos propres besoins, etc. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une collectivité malgré tout et qu'il faut y penser aussi. Donc cet individualisme à petite échelle n'est pas problématique, c'est ça que je veux dire. C'est pas nécessairement de l'égoïsme ou de l'oubli des autres ou de l'isolement. Non. Ça permet d'ailleurs de choisir aussi les relations qu'on désire et qui seront bonnes pour nous. Et d'ailleurs, donc, comme je disais, c'est très difficile on peut pas être totalement autonome. On a toujours besoin, il y a toujours un impact sur l'autre des autres. Mais alors, comment trouver cet équilibre entre l'attention qu'on porte à soi et celle qu'on porte aux autres? Car trop donner son attention aux autres ou à la communauté, ça peut également amener à un épuisement. La solution alors serait de pouvoir poursuivre ses objectifs, à soi, mais tout en prenant en compte les besoins des autres. C'est vraiment avoir cette image de marcher main dans la main. C'est vraiment d'avancer collectivement. Ça va vraiment nous permettre de comprendre que cette interconnexion entre nous, ça nous apporte aussi des avantages dans notre vie. On va découvrir vraiment une richesse d'opportunités lorsqu'on va progresser ensemble ou partager nos connaissances, nos compétences, nos expériences, qui est vraiment une collaboration qui se crée. Ça va engendrer de la satisfaction personnelle, mais aussi un bonheur collectif, car on va aller tous vers un même chemin, vers un même objectif commun. Et donc cette dynamique d'aide mutuelle, ce soutien, ça va vraiment être le ciment qui va lier les individus entre eux. Lorsqu'on offre notre soutien, on va tisser des liens solides avec l'autre. Et même chose, lorsqu'on accepte humblement le soutien de l'autre, on va créer des connexions, de confiance et de réciprocité. Et donc ça va amener de la satisfaction, mais ça va renforcer aussi également notre résilience face aux aléas de la vie. Et donc cette interdépendance, il y a vraiment là-dedans vraiment de la bonté, de l'altruisme. Chacun joue un rôle. Il y a le donneur et le bénéficiaire. Celui qui va donner son soutien et celui qui va recevoir ce soutien. Et ça, c'est vraiment un enrichissement mutuel qui se crée alors entre deux personnes. Celui qui aide, qui offre son aide va être satisfait parce qu'il a contribué vraiment à enjoliver la vie de l'autre. Et celui qui reçoit le soutien, il sera dans une gratitude. Il va ressentir qu'il est accepté, qu'il est valorisé. Et donc cet impact positif de l'interdépendance, donc on le retrouve dans les communautés et les sociétés. Ces collectivités, donc ont du coup une certaine, un esprit de solidarité et de coopération, ce qui va vraiment être une bonne aide pour résoudre des problèmes ensemble, par exemple. Et donc ça va vraiment transcender les intérêts personnels et conduire donc à des projets durables ensemble qui vont améliorer la qualité de vie de tous. Prendre conscience de ça, c'est aussi prendre conscience que cette interdépendance, mais par exemple par rapport à la planète, ça va renforcer notre engagement vis-à-vis de la planète. Comprendre que nous sommes tous responsables du maintien de l'équilibre de notre environnement
Alors on va tous devenir vraiment gardiens de notre planète. Hein, quand il y a cette collectivité-là, quand il y a cette façon de penser-là, hein, on se sent gardien, bienveillant de notre planète. Et ça nous amène vraiment à agir ensemble, à œuvrer ensemble pour la préservation de notre planète, de nos ressources naturelles. Donc en somme, l'interdépendance, hein, elle nous rappelle vraiment que nos vies sont intimement liées, entrelacées, que notre épanouissement, il est lié à celui des autres. Et en favorisant l'entraide et la compréhension mutuelle et la coopération, eh bien, ça enrichit vraiment notre existence individuelle aussi, tout en contribuant donc à un monde plus équilibré et harmonieux. Hein? Donc, quand on choisit l'interdépendance, eh bien, on choisit de marcher sur le même chemin, côte à côte, ensemble, hein, de faire ce voyage collectif ensemble, qu'est la vie, pour le bien-être de tous. Alors évidemment, pour conclure, hein, bien évidemment, tisser des liens, ça prend du temps. Hein. Chacun son histoire, chacun son chemin. Comme j'ai expliqué aussi dans le premier épisode, hein, moi je suis passée par différents systèmes d'attachement. J'avais une période où j'étais assez individualiste. Et puis mon expérience a fait, et mon travail sur moi-même surtout, a fait que j'ai réalisé que non, que je ne suis pas seule et que je ne sais pas vivre seule et construire seule. On a besoin des autres, j'ai besoin des autres. Et c'est comme ça que, pour finir, au final, j'ai su construire une relation de couple et puis une famille. Et puis là, je vais même, au niveau professionnel, lancer une communauté, bientôt une communauté en ligne. Si vous êtes intéressés, restez attentifs, n'est-ce pas? Donc ça prend du temps, hein, et chaque chose en son temps d'ailleurs. Mais voilà, ça en vaut vraiment la peine. Hein. Que ce soit en apprenant à écouter, en partageant des expériences, en montrant de l'empathie, ou même en ayant des hauts et des bas dans les relations, on peut maîtriser cet art de la connexion humaine. Alors la prochaine fois que vous engagez une conversation, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de tisser un lien précieux avec cette autre personne. Même si c'est invisible à l'œil nu, hein. Bien, merci en tout cas d'avoir rejoint cet épisode du podcast Sésame Scène. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines explorations captivantes. Et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à tisser des liens qui enrichissent votre vie. À bientôt!